Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'apparition des toutes premières pièces de monnaie de l'histoire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ces premières pièces de monnaie sont apparues, qui les a créées, comment se sont-elles répandues à travers le monde et surtout pourquoi. A-t-elle servi à faciliter les échanges et le commerce ou y avait-il derrière cette innovation un destin un peu plus funeste? Y a-t-il un intérêt géopolitique et stratégique qui a motivé sa création, sans compter la possibilité d'utiliser tous ces nouveaux outils de compréhension pour pouvoir ensuite évoluer dans l'analyse de la monnaie telle qu'elle existe aujourd'hui, en comprendre son côté chartaliste ou étatique peut-être. Wow. C'est dans le royaume de Lydie, où réside le roi Aliathès II, dans sa capitale de Sardes, que le roi décide, pour la première fois de l'histoire, de frapper des pièces de monnaie. Aliathès II décide de frapper des morceaux d'électrum, un métal, un alliage d'or et d'argent, qui se retrouve dans le fleuve Pactole. Hérodote écrira d'ailleurs « La Lydie n'offre pas, comme certains autres pays, des merveilles qui méritent place dans l'histoire, sinon les paillettes d'or détachées du Tmolus par les eaux du Pactole. » Bien que l'analyse métallographique démontrera plus tard la provenance un peu plus lointaine des métaux effectivement utilisés, laissant entendre un système institutionnalisé. Ces toutes premières pièces de monnaie semblent avoir été frappées dans le temple d'Artémis à Éphèse. Mais c'est le fils d'Aliade II, Crésus, légendaire pour sa richesse, qui frappa en premier la chryséide, ou une monnaie d'or pur, tout comme une autre monnaie d'argent pur, créant ainsi le premier système bimétallique de l'histoire du monde. Mais au-delà du phénomène historique, quel est le contexte qui a poussé à cette innovation ? Tout d'abord, lorsque l'on parle de pièces de monnaie, nous parlons de morceaux de métal qui servent de moyen de paiement, mais qui ont maintenant la particularité d'être frappés avec une effigie décidée par un souverain. Et ce changement ne sera pas anodin. Mais ce qui est plus incroyable encore, c'est que cette innovation sociale, car la technologie prédatait très largement l'usage à des fins de monnayage de la fonte de métaux, est apparue en 3 endroits distincts du monde qui semblaient sans aucune connexion l'un envers l'autre, à peu près à la même période. On retrouve en effet les premières monnaies dans les grandes plaines de Chine du Nord, dans la vallée du Gange dans le nord-est de l'Inde, et bien entendu le cas que nous allons adresser le plus précisément aujourd'hui, auprès de la mer Égée. Et le moment de l'histoire est assez particulier. Nous sommes ici au 7e siècle avant Jésus-Christ, une période qui se caractérise par ce que le philosophe allemand Karl Jaspers appelle l'âge axial. Un moment où il y a une effusion de nouveautés philosophiques et religieuses qui commencent à émerger. Le jaïnisme, mais également Pythagore, Homère, Platon, Bouddha, Confucius ou Lao Tzu. Une période très fertile, si j'ose dire, en philosophe et en considération morale profonde. Mais parallèlement, au sein de ces 3 régions, on retrouve un découpage géopolitique très particulier. En effet, les grands empires qui les ont précédés se sont effondrés, parfois des siècles précédemment. Et il reste alors une multitude de petits royaumes qui se font la guerre en permanence. La Grèce archaïque ne ressemble qu'à un grand champ de bataille, tout comme les Janapadas en Inde ou encore les fameux royaumes combattants de Chine. Et c'est donc, sans aucune coïncidence, dans ce climat de guerre, qu'apparaît un nouvel outil qui va permettre de mobiliser les troupes, ce nouvel outil qui va révolutionner la manière de faire la guerre. En effet, quand le roi Aliathès II arrive au pouvoir, son royaume, la Lydie, est assailli par des attaques perses notamment et d'autres conflits avec des cités-états avoisinants et la cavalerie montée cimérienne, apparentée aux Scythes. Et donc, la guerre à l'époque requiert, comme toujours aujourd'hui, beaucoup de ressources à mobiliser de la part des populations pour maintenir et entretenir des troupes sur le front ou en mouvement ou équipées de manière générale. Et ces troupes doivent en tout premier lieu être nourries. Et c'est une contrainte particulièrement lourde lorsqu'il s'agit de déplacer des chariots sur de longues distances et toute une logistique qui doit s'y attacher. Côté de cela, la conquête est évidemment l'occasion du pillage.
Mais un pillage ne peut se faire généralement qu'une fois. Une fois que tout est pillé, il ne reste rien. Notons encore qu'à l'époque, les temples sont généralement les endroits qui vont recevoir le fruit de ce pillage. Ainsi, on y retrouve les plus larges quantités d'or, d'argent et d'autres métaux précieux. Alors l'idée d'Aliathès II est absolument splendide. Car s'il décide de frapper des pièces de monnaie, c'est avant tout pour payer son armée. Mais payer son armée, ça n'est pas encore avoir la capacité de la nourrir. Et c'est là qu'intervient le deuxième aspect fondamental de la création de la première pièce de monnaie, puisqu'elle s'attache à l'obligation de payer les redevances et les impôts dans cette même pièce de monnaie. La mécanique est simple et toute polainienne au demeurant, et à l'encontre totale des théories classiques qui nous sont enseignées. Grâce au paiement des militaires en petits morceaux de métaux précieux, ce n'est pas tant que le métal lui-même va avoir une valeur prépondérante, nous le verrons plus tard, il aura une valeur généralement inférieure au pouvoir d'achat qui est effectivement applicable à cette petite unité de compte, mais il va surtout faciliter l'approvisionnement des troupes. Car en créant la demande pour cette pièce de monnaie auprès des populations, elles sont elles-mêmes invitées à venir nourrir les armées en apportant leurs denrées, le fruit de leur production, à ces mêmes troupes en campagne. Mais si les militaires étaient payés en petites pièces de monnaie, comment pouvaient-ils les utiliser auprès de populations qui n'en avaient jamais vu trace pendant des milliers d'années, qui disposent de leur propre système de compte, comme nous l'avons vu avec le mythe du troc, et qui sont tout à fait capables de fonctionner et de commercer entre eux sans l'usage particulier d'un métal précieux, généralement réservé aux commerçants au long cours ou internationaux, où l'usage des métaux précieux y est alors privilégié, là où le crédit ne peut pas fonctionner. La réponse est très simple. Il suffit de créer une contrainte envers les populations ou une demande pour la dite devise, la monnaie frappée à l'effigie d'un certain roi. Pour faciliter cela de manière pratique, le roi ici présent, mais les autres qui suivront également, met en place parallèlement des mécanismes de marché, des marchés au sens propre du terme, avec des étals, où il est beaucoup plus facile de venir ainsi s'approvisionner et obtenir pour le vendeur la pièce de monnaie qui lui permettra de se libérer de cette contrainte politique et sociale, le paiement de l'impôt. La trouvaille est merveilleuse. Nouvelle capacité de rémunération des militaires ou des armées en campagne. Facilité d'approvisionnement et de logistique en motivant les individus à effectivement se déplacer eux-mêmes avec leurs biens et leurs denrées vers les marchés où ils pourront vendre directement aux militaires en poste. Facilitation également de la captation de l'impôt, puisque plutôt que de devoir assurer la logistique de la récupération des denrées produites par les populations et les villages, il devenait alors beaucoup plus simple de percevoir les petits morceaux de métaux. L'invention fera ensuite le buzz. Dans les décennies et siècles qui suivront, ce sont jusqu'à une centaine de villes, pour la Grèce antique uniquement, qui battront leur propre monnaie et utiliseront donc l'or et l'argent qui avaient été thésaurisés au sein des temples pendant des siècles pour créer un nouveau pouvoir, le pouvoir de la monnaie, qui motivera notre analyse à travers les différentes vidéos sur cette plateforme. Les Grecs, dans la foulée de cette invention, ne manqueront pas également de s'assurer de ce qui reste aujourd'hui un enjeu de société très prégnant, c'est le monopole monétaire. Soit la capacité exclusive, l'autorisation légale d'être le seul à battre monnaie au sein d'une cité, d'une nation, d'une région. Ce monopole monétaire sera directement défendu à travers même le décret de 420 avant Jésus-Christ à Athènes, assurant le contrôle monopolistique de la frappe de monnaie et détaillant déjà quelles seraient les punitions auxquelles feraient face les faux monnayeurs. Mais il était également interdit de faire usage d'autres monnaies. L'objectif était clair, assurer et garantir un espace d'utilisation de la devise en assure également la valeur d'échange. Chaque cité souhaite alors frapper sa propre monnaie,
comme signe de pouvoir, d'indépendance, de puissance, mais également comme outil militaire, politique et fiscal extrêmement utile. Notons par ailleurs, pour être complet, que l'or et l'argent étaient déjà utilisés comme gage de prêt pour des marchands au long cours par exemple. Et c'étaient les temples à l'époque qui s'occupaient de ce métier, à la sauce babylonienne si j'ose dire. Et c'est donc au sein de ces temples, notamment à Delphes, que vont s'établir les premiers endroits de frappe de monnaie. On voit ainsi se créer une nouvelle architecture économique et sociale où l'usage d'un jeton comme reconnaissance de dette envers la cité, car libératoire vers l'impôt imposé aux citoyens, permettait donc d'assurer et de faciliter la captation d'une partie du travail réalisé sur le territoire pour des fins politiques étatiques, en l'occurrence la guerre. Mais le maintien de ce modèle est également intimement lié à l'esclavage, car le modèle ne cesse de se répandre. Mais celui qui en assurera son usage le plus large dans le reste du Proche-Orient et de l'Asie, ce sera Alexandre le Grand. Le Macédonien est directement versé dans cette période où l'avantage compétitif octroyé par la frappe de monnaie est encore une sorte de privilège de la région. Son père avait par ailleurs déjà accumulé de grandes réserves d'or. Mais c'est également à l'aide de crédits extérieurs qu'il va pouvoir commencer à mener sa grande campagne de conquête, posant ainsi les bases d'un modèle économique qui ne manquera pas d'en inspirer d'autres à travers l'histoire. Était basé sur une chose simple, le pillage, la fonte de métaux, le paiement d'armées avec ces métaux, la mise en esclavage des peuples conquis, leur expédition dans des mines pour extraire plus de métaux pour pouvoir payer plus d'armées. Simple mais efficace. Il commence d'ailleurs par conquérir Issos en Anatolie, vous voyez comment on y retourne, avant d'y frapper une première série de monnaies et ensuite à Tyr où il fera de même. Il peut avec cela rembourser ses dettes initiales envers ses créanciers, confirmant ainsi que derrière chaque conflit militaire, il y a des intérêts économiques, et ce depuis des milliers d'années. Arrivé en Mésopotamie, il conquiert l'Empire perse, détruit le système de crédit babylonien, met la main sur des réserves d'or sans égal, qu'il déthésaurise, comme disent les économistes, des montants d'un équivalent qui valent ce qu'ils valent, de quelques 285 milliards de dollars actuels, frappe ses métaux et continue ainsi sa conquête. Son premier acte, au sein de l'Empire perse comme ailleurs, aura été, afin de donner la valeur à sa monnaie, élément fondamental de forcer le paiement de l'impôt dans sa monnaie et uniquement celle-ci. Alexandre le Grand, qui pour le maintien et le paiement de ses armées, fondait et distribuait plus d'une demi-tonne d'argent par jour. On y voit bien ici la mise en place d'un système qui ne manquera pas d'inspirer les Romains, auxquels nous reviendrons peut-être. Si vous en voulez plus, dites-le en commentaire. Vous voyez comme cette histoire, somme toute quelque peu simple, nous informe néanmoins de nombreux éléments historiques pertinents pour les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Le premier, c'est le caractère étatique ou chartaliste de la monnaie, qui méritera par ailleurs peut-être sa propre vidéo, si vous la voulez, dites-le en commentaire, ou quand bien même le moyen de paiement, l'outil utilisé pour effectivement réaliser la transaction, a bien une valeur intrinsèque, mais où néanmoins la demande initiale pour cette devise est créée par la contrainte du souverain, du roi, du prince, de choisir comment l'impôt peut ou doit être réglé. Une demande primaire y est alors établie, ce qui conduira à ce que les penseurs médiévaux appelleront le décrochement, soit ce moment où la valeur d'usage d'un moyen de paiement n'est plus en lien avec son contenu métallique. Chose qui était déjà le cas avec le shekel babylonien, où le morceau de métal ne représentait qu'une reconnaissance de dette, et où ici, le métal permet de se libérer d'un impôt dont on peut suspecter que le caractère libératoire était plus important que la valeur d'usage direct du petit morceau de métal viendrait-il à être fondu et revendu ailleurs. C'est une logique assez évidente, sans quoi le souverain y aurait beaucoup moins d'intérêt à battre monnaie dans ce métal précieux. Que le métal soit un minimum précieux représente ce qui s'appelle le compromis de la frappe de monnaie. Ce compromis explique en quelque sorte la différence qu'il y a entre la valeur de marchandise du métal lui-même et ce que serait la valeur d'une unité quelconque sur un support qui ne vaut rien, mais décrétée par le souverain comme étant le canal à travers lequel on pouvait
pouvait se libérer de l'impôt. Le support, vous le comprenez bien, ne vaut rien. Dans une conception plus métalliste de la monnaie, les économistes de cette école penseraient que la valeur en termes de pouvoir d'achat ou de capacité de libération serait celle du métal lui-même, tel qu'il pourrait être revendu sur les marchés. Alliage qui ne fera que de se dégrader à travers le temps, à mesure que l'acceptation est établie, que la contrainte est bien effective, ou dit autrement que le souverain est capable de bien collecter l'impôt, il est capable alors d'en réduire effectivement la valeur marchande métallique, puisque de toute façon, il s'assure la capacité de captation des ressources. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est à travers ce décret politique, la manière dont on peut imposer l'usage et l'unité de compte qui sera utilisée pour se libérer de l'impôt, établit ainsi la valeur d'usage de la pièce de monnaie à un niveau supérieur à sa valeur métallique, dans cette fenêtre de crédibilité, donnant un certain degré d'acceptation et de respectabilité pour le militaire qui considérerait la désertion. À nouveau, on comprend très bien, comme l'explique Colin Cray dans Greek Coins, que, et je cite, « tous les émetteurs identifiés prouvent que le pouvoir politique suprême dans toutes les villes et tous les États était d'évidence l'émetteur, dans tous les cas identifiés, a été établi comme étant le pouvoir politique suprême dans la ville et l'État. Il n'y a aucune instance, aucune preuve dans le monde grec de l'émission de pièces de monnaie par des banquiers ou des marchands. Ajoutons encore que la découverte de la fonderie de Guanzhouang en Chine donne une estimation du premier métal frappé avec effigie et servant de monnaie à moins 770 avant Jésus-Christ, en faisant un candidat sérieux pour la première monnaie jamais frappée de l'histoire. Une découverte récente, mais ajoutons surtout ce que Bill Maurer, doyen de la faculté d'anthropologie de Stanford, qui explique que cette découverte ne prouve rien, mais qu'elle démontre dans la routinisation, la standardisation et la production de masse de ces objets associés à un centre politique, qui donne du poids à l'hypothèse que les anthropologues et les archéologues soutiennent depuis longtemps, à savoir que la monnaie émerge principalement comme une technologie politique et non comme une technologie économique. À nouveau, grâce à cette histoire, nous pouvons progresser dans notre compréhension collective de la monnaie. On en déduit que la valeur en pouvoir d'achat s'établit par la puissance politique, par le glaive. Mais nous le verrons comme 1000 ans, 2000 ans plus tard, au Moyen-Âge, mais aujourd'hui encore, le moyen de paiement effectivement utilisé n'a plus aucune valeur matérielle. Mais il nous enseigne également comment la monnaie, ainsi domptée par le gouvernement, sans tomber dans le libertarianisme bête et méchant, a néanmoins été utilisée à des fins belliqueuses et que la garantie de sa valeur a également été permise grâce à l'exploitation d'esclaves dans les mines, mais également le pillage systématique de nouvelles ressources permettant la captation de valeur et ainsi la rémunération de militaires dans un cercle sans fin où ce qu'appelleront Ingham ou Graeber, voyez là ici, le complexe militaro-monétairo-esclavagiste. Mais terminons par cette citation de Stephen Zarlenga. L'histoire de la monnaie n'est pas plate ou ennuyeuse, mais constitue tout simplement l'histoire du pouvoir.